Bienvenue sur ce podcast, c'est Titouan, alias Irko, pour la Tacosphère. Et dans cette émission, on va parler de différentes passions liées à la personne que j'invite. Pour cet épisode 0, nous sommes en compagnie de Julien, aka Le Père Fort. Salut à tous. Salut Julien, tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va bien aussi. Super. Et aujourd'hui avec toi Julien, on va parler d'animation japonaise et aussi plus globalement de manga. Nice. Pour une petite mise en bouche, on va commencer sur une première partie sur les actualités. Donc j'ai rassemblé quelques actualités qui vont nous permettre de rebondir sur ce qui se passe un peu dans ce milieu. Ok. Tout d'abord, je voulais aborder avec toi un phénomène qui est vraiment présent cette année. En fait, j'ai remarqué qu'il y a plein de films japonais, donc de films d'animation japonais, qui sont sortis en France, en salle, dans énormément de cinéma. Par exemple, cette année, on a eu le reboot, enfin pas le reboot, mais le remaster du Château de Cagliostro, un des premiers longs métrages de Miyazaki, et le dernier film de Dragon Ball Super. Et ça, en fait, c'est des choses qui sont un peu évidentes depuis des années. On a toujours eu les gros films Dragon Ball, One Piece. Ouais, les Dragon Ball Super, on les a tous eus. Même Dragon Ball avant, les One Piece et tout, mais on avait vraiment que ces films d'animation qui sortaient au cinéma. Et les Ghibli. Et les Ghibli, exactement. Donc avec pareil pour le Château de Cagliostro, c'est un Miyazaki, donc ça paraît évident, mais rien que cet été, on a eu d'autres films, Les Enfants de la Mer, Weathering with You, qui n'a pas encore de date, de Shinkai, mais qui arrive en France, Birthday Wonderland, aussi Promare, du studio Trigger, ceux qui ont fait Kill la Kill. Mais c'est sûr qu'ils arrivent en France, ça ? Ouais, Promare va sortir en France. On a eu aussi Penguin Highway, donc en fait, on a une espèce de relan et de grosse appétence chez le public français pour le cinéma d'animation, ce qui permet d'être distribué en France, et ça c'est super. Qu'est-ce que t'en penses, et est-ce que tu pourrais l'expliquer toi ? Bah, déjà de base, niveau manga, genre, je sais que la France est genre le deuxième plus gros consommateur de manga genre, au monde, après le Japon. Manga papier d'ailleurs. Manga papier, surtout manga papier. Par extension aussi, un gros consommateur d'animé. Ouais, et de plus en plus d'animés, genre de base, vu que c'est devenu beaucoup plus accessible avec Netflix, mais on en reparlera plus tard, je pense. Ouais, on va reparler de Netflix plus tard. Puis même avec Internet, même le téléchargement illégal, les DVD et tout, c'est quand même devenu beaucoup plus accessible. Aussi les événements qui vendent ça énormément. Après, je pense que c'est plus les distributeurs dans les cinémas qui se sont rendus compte que aussi que le cinéma japonais, autre que les Ghibli et les grosses productions genre comme Dragon Ball et compagnie, bah ils ont remarqué que on était attiré par autre chose que ça. Genre il y a plus que Dragon Ball, et je pense que la France est assez friande de ces choses-là. Ouais, complètement, et c'est vraiment une bonne chose. Toi, tu consommes pas énormément le film japonais au cinéma ? Non. Ouais. J'en ai vu aucun au cinéma. Moi, j'ai un bon souvenir. Your Name, c'est pas un film que j'ai adoré, mais je l'ai beaucoup aimé. Je l'avais vu en avant-première, du genre 2 mois à l'avance par rapport à la sortie française au cinéma. Ça a mis une claque parce qu'il y avait un gros travail sur le son. Et puis, c'est Makoto Shinkai, genre en termes de graphisme, en termes de dessin, d'animation. Ouais. Il a quand même un super studio et des très bonnes idées. On se tape des plans de pluie magnifiques la plupart du temps, mais ça reste très joli. Et du coup, je me suis dit, vraiment au cinéma, un film d'animation, ça défonce, quoi, ça a beaucoup de potentiel. Donc je suis très content de voir des films qui sortent au cinéma. On a aussi, ça va m'offrir une parfaite transition, Lise et l'oiseau bleu, par la réalisatrice de Silent Voice. Tu as vu Silent Voice ? Pas du tout. Pas du tout. Le problème, c'est que je connais pas trop les films d'animation. En fait. Moi non plus, je suis en train de rattraper un peu mon retard en quelque sorte, mais voilà, Silent Voice a eu beaucoup de succès. Ouais. Et donc cette réalisatrice, dont je n'ai pas noté le nom, travaille chez Kyoto Animation. Elle a aussi travaillé sur Violet Evergarden. Ouais. Donc on sait ce qui s'est passé avec Kyoto Animation, triste événement. Triste événement. Donc le bilan final est arrivé, 35 victimes, 35 blessés. Le pyromane aujourd'hui... Il est décédé, non ? Pas du tout. En fait, il a été hospitalisé. Il a été chopé en train de fuir une fois qu'il a commis son acte criminel. Exactement. Ouais. Il a été chopé et en fait il a été grièvement blessé dans l'accident. Et donc il est toujours hospitalisé. Et donc à l'heure où on parle, on est le 22 septembre et hier il a commencé à pouvoir retrouver ses capacités vocales. Parce qu'en gros il a eu des greffes de peau et évidemment la police n'a pas le droit de l'interviewer, faire un interrogatoire tant qu'il est hospitalisé. Et en fait ses motivations, moi c'est ce qui m'intéressait. Donc évidemment ses antécédents psychiatriques ont été reconnus. C'est pas quelqu'un de très sain pour refaire ce genre d'action. Bah, pour tuer 35 personnes, c'est compliqué d'être sain. Surtout la méthode utilisée. Et
Et en fait, a été perquisitionné chez lui des documents qui attestaient qu'en effet, il aurait envoyé, il participait à des concours en fait annuels de Kyoto Animation, des concours de romans. De romans ? De romans en fait. Ah oui, ok. C'est Kyoto Animation qui organise ça tous les ans, une sorte de contest en fait de professionnels et amateurs en fait qui écrivent et qui donnent à Kyoto Animation et à leurs rédacteurs et tout leurs romans, et il y a des awards en fait. C'est un Kyoto Animation Award, il s'appelle tout simplement. Et apparemment, il aurait envoyé un ou plusieurs romans et Kyoto Animation aurait volé son histoire sans jamais créditer ou quoi que ce soit dans une animation. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est pas la vérité? On ne sait pas, et à mon avis, on ne saura vraiment jamais, mais en tout cas... De toute façon, même si c'était la vérité, tu fais un procès, tu tues pas 35 personnes. Quoi. Exactement. Donc voilà, je voulais revenir juste sur ce triste événement. Je témoigne mon respect à toute l'équipe, et moi-même, en fait, ça m'a donné envie de rattraper le retard et de m'intéresser du coup aux séries de Kyoto Animation. Et il y en a pas mal qui sont sur Netflix. Et sur Netflix, justement, on a un gros boost des animés. Donc moi, quand j'étais... Sur le catalogue français, bien sûr. Sur le catalogue français, voilà. Moi, quand j'étais au Japon, pour ceux qui ne savent pas, j'ai vécu 5 mois au Japon dans le cadre d'un échange universitaire. Et donc, Netflix au Japon, il y a une shit tonne d'animés. Il y a vraiment énormément d'animés, c'est hallucinant. Malheureusement, pas de sous-titrage français, donc je l'avais bien dans... Anglais, peut-être? Certains étaient en anglais, mais très rares. Je me rappelle qu'il y avait FMA qui était en sous-titrage anglais. Brotherhood ou le premier? Brotherhood. Okay. Et aussi un autre, mais en général, tu as vraiment juste le sous-titrage japonais pour les malentendants ou les personnes sourdes. Et sinon, tu as très peu d'autres doublages sur le territoire. Et en France, on a quand même pas mal. Et surtout en 2019, il y en a plein qui arrivent. Tu consommes, toi, les animés sur Netflix? Ouais, Netflix, ce qui est bien, c'est que c'est simple, t'as pas à chercher à droite à gauche ou t'abonner à des trucs de simulcast, genre ADN, Crunchyroll, je crois, Wakanim, tout ça. Tout le monde a un compte Netflix, que ce soit le sien ou celui d'un pote ouais, voilà, Netflix, ou de la famille. Ça se partage vraiment. Ouais. Et ce qui est bien avec Netflix, c'est que même avec une connexion qui est pas ouf, il est hyper bien stabilisé et on a des animes en Full HD déjà, ça c'est trop plaisant, et on a même du 5.1, des trucs comme ça. Enfin, Netflix a fait un énorme effort sur la qualité de stream et de son. Moi récemment j'ai regardé Evangelion et ils ont refait tout le son en 5.1, et avec du 5.1 c'est hyper agréable. En gros, t'as tous les bruits dans le poste de commande que t'entends derrière. C'est hyper bien spatialisé et ça rapporte vraiment quelque chose au truc. Et ça, pour le coup, Netflix a fait un gros bonus là-dessus. Et puis surtout qu'il est en HD maintenant, Evangelion. Il est en HD, enfin c'est une sorte de remaster, mais c'est en HD, c'est assez propre. Tu sens la fibre, la patte graphique à l'ancienne. C'est normal. Le côté un peu old school, pastel, noisy et old school exactement, mais ça marche très bien. Puis un Evangelion avec le style d'aujourd'hui, ça serait bizarre, je trouve. Surtout aujourd'hui, peut-être qu'il serait en 3D. Il serait peut-être en 3D. Les mechas seraient en 3D. Les mechas seraient en 3D. Ou alors ce serait Darling in the Franxx. Ouais. On aura peut-être l'occasion de reparler de Darling in the Franxx. Mais ouais, Netflix, il y a beaucoup d'animés et il y a beaucoup de choix. Donc ça, c'est vraiment un truc cool. Mais tu regardes pas que les animés sur Netflix. Non, c'est ça. C'est une porte d'entrée. Après, il y a le problème de Netflix, c'est que je trouve que dedans, il y a beaucoup trop genre d'animés entre guillemets pour adolescents. C'est-à-dire vraiment 5 d'abcès, donc tout ce qui est isekai, genre les Gate, Overlord, SAO. C'est vrai qu'il y a énormément d'isekai assez basiques qui vont pas forcément très loin. Ouais, voilà, c'est ça. Et que les trucs un peu plus poussés niveau animation ou même genre dans le message et dans le contexte. Dans le fond. Dans le fond, ouais, c'est ça. Ça reste en surface, c'est ça. Ils ont pas mis des trucs. Bon, il y en a quelques-uns, genre... je sais pas, Crybaby, des films Crybaby. Netflix original, Crybaby. Ouais, les originaux. Il y a ça aussi, au tout début, les Netflix original, en animé, il y avait énormément de 3D, il y a eu Night of Sidonia. Ouais. J'ai oublié les noms, mais pour être honnête, j'ai commencé mais pas continué, notamment à cause de cette 3D qui m'a énormément rebuté. Il y a vraiment un gros problème quand la 3D se démarque trop de la 2D en arrière-plan. Mais les Netflix originales qui arrivent depuis, 3 ans, on a quand même des très bonnes séries. Des trucs assez sympas, ouais. Mais je sais plus lesquels sont originales Netflix. Crybaby est un original. Ouais. Je sais qu'Evergarden est un original. Ouais. La première saison de Nanatsu no Taizai. Seven Deadly Sins. Ouais, elle était originale, mais je crois pas pas la deuxième. D'accord. Il me semble pas. Elle a été produite hors Netflix. OK. Ou alors elle a été produite par Netflix, mais elle était d'abord diffusée au Japon à la télé, genre sur des chaînes. Je crois que c'est ça, parce que j'ai remarqué en regardant les épisodes récemment que tu sais, t'as ce petit encart, cette petite animation qu'il y a, ça fait une pause et t'as une sorte d'image, et en fait ça sert à marquer les pubs sur la télé japonaise. Ouais. Il y a ça aussi sur les épisodes de Dragon Ball, des trucs comme ça. Et je me suis dit, bah, c'est sur Netflix, et il y a des petits encarts qui servent à
mettre la pub. Ce sont des catch eyes, des eye catch, voilà, c'est ça. Ça doit être ça. C'est tous les trucs entre deux ouais, pubs. peut-être qu'il a une diffusion télé avant Netflix, complètement. C'est bien possible. Voilà pour cette partie sur les petites actualités. On va partir sur la deuxième partie de ce podcast. On va plus parler de toi et de ton contexte. Donc je vais te poser quelques questions au début, puis la discussion filera. Du coup, toi, la Japanimation ou le manga, c'était quoi ta porte d'entrée ? Alors moi, je crois que c'était quand j'étais gosse, je regardais les Dragon Ball qui passaient à la télé, tout simplement. Et puis, bon, au départ, c'était plus un dessin animé qu'autre chose. Et puis, je sais quel âge à peu près ? Oh, je sais plus du tout. Hein. C'était Dragon Ball, ça passait à la télé quand j'avais. Il y a aussi Naruto qui passait à la télé. Ouais, exact. Je regardais sur MCM, moi. Moi, j'avais pas MCM. J'avais genre. J'avais quoi, 6 chaînes à l'époque. Ouais, 6 chaînes. Ouais, donc on avait pas 10 ans environ, je crois. Ouais, c'est ça, ça devait être un truc dans le genre. Quelque chose comme ça. Assez tôt finalement, mais comme beaucoup de notre génération, on a commencé en fait avec Dragon Ball, Naruto, avec la télé. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est ma sœur en fait qui avait acheté des mangas papier à la base. Elle avait les Battle Royale, bon, que j'ai pas lu encore, mais surtout les Naruto qu'une de ses amies lui avait prêté. Je lui avais lu 2-3 tomes et puis je me suis dit bah tiens, j'achèterais bien les Dragon Ball. Et du coup, j'ai fait ma collection de Dragon Ball, puis Naruto, puis One Piece et tout le travail. Donc tout de suite, tu t'es dit ok, ça me plaît, je lis, j'achète les mangas et c'est parti pour la collection, pour faire la série en entier, quoi. C'est ça, ouais. En plus, on était à l'époque où, c'est pas le cas pour Dragon Ball, mais pour Naruto, où la publication, on la vivait en temps réel, entre guillemets, où on attendait le tome. Et c'était long. C'était long, mais ça apportait un plus, je trouve, le fait d'attendre un manga et dès qu'il sort, de pouvoir enfin l'acheter et de se l'enfiler en moins d'une heure. Bah, c'est surtout que, en vrai, Naruto, c'est vraiment le truc qu'on a grandi avec quand ça sortait, quoi. Il avait 12 ans quand on avait 12 ans, et il avait 17 ans quand il en avait 17 à la fin, quoi. Et ça marche du coup extrêmement bien pour nous, c'est vrai. Ouais. Pareil, j'ai un peu la même porte d'entrée. Et l'animation ? Et l'animation, je suis vraiment rentré dedans, enfin, je veux dire... Disons les séries animées... autres que vraiment shonen, connues du Shonen Jump. Voilà, qui sont diffusées à la télé française. Diffusées à la télé française, je sais pas, mais moi j'ai commencé, c'est un pote qui m'avait conseillé de regarder. Premier truc qui m'a fait vraiment aimer l'animation vraiment japonaise en elle-même, c'était Gurren Lagann, Tengen Toppa Gurren Lagann du studio Gainax, mais c'était ceux qui ont fondé Trigger après. Et c'est ça qui m'a vraiment mis, l'animation japonaise c'est cool, les dessins sont bien, j'aimerais en découvrir plus, quoi. Et du coup c'est comme ça que je me suis un peu plus plongé là-dedans. Ok, trop cool. Moi, c'est un peu similaire aussi. J'ai commencé. C'est un pote aussi qui m'a conseillé de regarder des séries. J'ai toujours baigné dans le manga et l'animation. Et tu regardes un animé, tu regardes un autre, et tu te dis, ok, il y a plein de trucs à voir. C'est hyper intéressant. Les thèmes sont variés. Super vaste. Et puis tu prends le temps de regarder des animés. Et t'as tes favoris et tout. Et moi, ça a toujours été en fait depuis Naruto que je suivais déjà en papier comme sur la télé. Tu sais, j'ai eu ce moment en fait où même si je connaissais déjà ce qui se passait en lisant le manga papier, je regardais quand même l'animation pour les openings, pour tout. Mm-hmm. Et c'est après, à force de faire des conventions, de rencontrer des gens, où tu découvres d'autres séries et tu commences à étendre tes horizons. Et pourtant, Naruto reste pour moi une de mes œuvres favorites. Ouais, ça dépend quelle partie pour moi. Mais... Ça dépend quelle partie, évidemment. Mais globalement, c'est une des œuvres qui m'a le plus marqué. Fullmetal aussi m'a beaucoup marqué. C'est grâce à toi d'ailleurs que je connais Fullmetal. Ouais. Fullmetal, très bon manga papier, dessin très beau de Hiromi. Hiromi Arakawa, ouais. de son vrai prénom. Et ouais, tu m'avais prêté les mangas, j'ai dû commencer à lire le tome 1, 2, et je t'ai demandé tout le reste. Ouais. Et ouais, c'est aussi une de mes œuvres préférées papier, vraiment. Ouais, je me souviens, le dernier tome, le 27, il a mis au moins 7 mois à sortir en France. Tout le monde l'attendait, ouais. C'était trop chiant, quoi. Moi, j'ai un peu triché, j'ai lu le scan, ouais. Et du coup, j'avais la larme à l'œil devant mon écran de PC plutôt que devant le manga dans mes mains. C'est vrai que moi, j'ai toujours un faible pour vraiment le manga papier, parce que les scans, c'est bien, le lire, parce que le problème de la parution des mangas en France, c'est que ça met beaucoup trop de temps comparé au Japon. On a environ 2 ans d'écart de parution de manga. Ça dépend des séries, il me semble. En tout cas, tout ce qui sort dans le Shonen Jump, mais ça dépend en fait peut-être des règles en fait, des sorties. En fait. Ouais, ça dépend des sorties déjà sur le Shonen Jump et les autres magazines. Ouais, ça dépend en fait du temps aussi, si c'est des hebdomadaires, si ce sont des mensuels ou tous les 2 mois. Ça dépend vraiment de plein de choses, mais généralement,
on a un décalage de 2 ans. Et 2 ans, ça fait quoi? Généralement, c'est un tome tous les 3 mois. Pour les grosses séries, ouais, c'est Pour ça. les grosses séries du Shonen Jump, genre comme, je sais pas moi, One Piece, Bleach. Bleach. Bon, Bleach, c'est fini maintenant, mais... Ouais. Et du coup, c'est un peu frustrant d'attendre 2 ans, donc forcément, les scans, c'est bien, mais après, quand ils sortent en papier, j'aime bien avoir la collection, quoi. C'est bien un vrai format que tu peux tenir. Le format tangible est quand même hyper intéressant, en plus d'avoir un support physique et que ça reste dans le temps. Ouais. C'est du papier, c'est très destructible, mais Même si ça devient jaune aussi. ça, selon la qualité, ouais, ça Ouais. peut devenir jaune, mais ça reste dans le temps. C'est un support physique qui est important pour nous. Je voulais rebondir sur un truc que j'ai oublié. Ok, super. On est mal barré pour la suite. Ah oui, ça y est, je me souviens. Par rapport au scan, moi Oui. je m'en rappelle quand j'étais vraiment à fond dans Naruto et qu'on arrivait à la fin, je me suis pas dégoûté de la série, mais bon, déjà on a une fin qui est assez... J'ai pas fini Naruto, j'ai pas fini, ça y est, j'ai tous les tomes, je vais finir Naruto. Mais quand j'approchais de la fin, ça partait un peu dans tous les sens, pour dire ça grossièrement, et le fait de lire sur mon PC, en fait, j'ai perdu la hype. Je fais des guillemets, c'est pas très radiophonique. Parce que, ouais, peut-être que le format papier, en fait, t'es plus dedans, t'as tes mains dessus, et quand t'as un écran, t'as mal aux yeux au bout d'un moment. Il y a les liseuses qui sont super pour lire des mangas maintenant. Mais c'est vrai que le scan, il y en a qui lisent tout au scan. Il y en a qui lisent vraiment tout en scan sur PC. Bah, le problème du scan aussi, c'est que t'as pas le côté cool de tourner des pages, genre cliquer, et t'as pas le côté aussi, t'ouvres une page, t'en as une à droite, une à gauche, à chaque fois faut cliquer pour changer, cliquer pour changer. Bon, moi je trouve pas ça très cool comme format de lecture, quoi. Ouais. Moi, ça me va, je peux le faire. C'est juste que je suis moins à l'aise. Et les gens qui regardent qu'en scan, bah, tant mieux pour eux si ça leur va, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que le support physique est très cool. Le problème, c'est qu'évidemment, ça coûte des sous. Ouais. Et le manga est de plus en plus cher. Est-ce que tu te rappelles des Naruto à 5 €? Non. Ils étaient vraiment les mangas Naruto, ils étaient à 5,64 €. Je crois que c'est ça quand j'en achetais au début. Aujourd'hui, un manga Naruto, on n'est pas loin de 7 €. Je suis même pas sûr, ça fait longtemps que je suis pas allé en grande surface. Ouais, je crois que c'est 6,90 maintenant les mangas en grande surface. Bon, ça dépend, tu vois, c'est toujours moins cher à droite, à gauche. Tu peux trouver des trucs, mais bon, généralement, c'est pas en dessous des, Ouais. des 6, Je me rappelle qu'il y a eu quoi. un boost après l'incident Fukushima en 2011. Est-ce que l'économie a fait en sorte que certains produits devaient rapporter plus d'argent à cause des dettes du Japon peut-être, mais je me rappelle qu'il y avait eu, voilà, ça avait beaucoup augmenté. Il y avait eu du retard aussi sur pas mal de publications à cause de cet événement. Puis bah, la culture, ça fait que d'être de plus en plus cher, quoi. Aussi. Pour pas trop critiquer, mais c'est vrai que ce soit la musique, les films ou les mangas, l'accès à la culture est de plus en plus cher en France et c'est bien dommage. Mais d'un côté, elle est aussi de plus en plus accessible. Ouais, avec Internet, avec le manga par exemple. Quoique, le manga a eu... Moi j'ai vu les rayons de manga grossir de plus en plus. Et en 5 ans, énormément diminué. Il y a un Super U pas très loin de chez moi, où je vais souvent pour des courses. Et il y a 5 ans, le rayon manga devait faire presque 10 mètres. Aujourd'hui, il fait plus que 1 mètre. Évidemment, à cause d'Internet, les scans, justement, et aussi parce que beaucoup de gens se mettent plus sur l'animation. Mais ouais, il y a quand même une petite chute des ventes, mais je crois que ça reste quand même énorme, quoi. Enfin, Ouais. La Fnac en vend énormément encore. Oui, et puis de toute façon, les lecteurs ne cessent d'augmenter. Ouais, complètement. En plus, avec Netflix qui donne les animés, tu vois, ça te pousse à aller chercher quand même Ouais, ça du donne côté envie, du support papier, du support physique, qui est la base à toute l'animation. Oui, qui est la base, ouais. Il y en a beaucoup qui vont regarder une série animée et vouloir regarder la série papier ou justement rentrer dans l'univers et se dire putain, il y a des séries papier hyper cultes. Et je sais pas comment ça se passe pour la génération entre guillemets juste en dessous de nous, les gens un peu plus jeunes que nous. Est-ce qu'il y a est-ce que c'est aussi commun? Parce que moi je me rappelle quand on était au collège, on était beaucoup à lire des mangas et à parler de mangas. Il y avait des grosses œuvres marquantes qu'on a déjà citées. Je sais pas s'il y a la même chose mais avec les œuvres d'aujourd'hui. Est-ce que tu sais si dans la cour de collège ça parle de My Hero Academia et de... Je sais pas trop, mais en tout cas, je sais que mon petit frère, qui a quand même 9 ans que moins que moi, il regarde pas mal d'animés japonais et il parle beaucoup de ça avec ses potes quand je croise. Il a quel âge? Il a 23 moins 9, donc il va avoir 14. 14, ouais, donc Ouais. c'est vraiment pas un truc qui se perd. Non, Je suis ça pas dans se les perd cours de pas, récré je de collège, mais c'est pas... Même si le rayon du manga diminue, c'est sûrement pas un truc qui se perd. C'est ça. Bah, ça a l'avantage d'être multigénérationnel. Il y a quand même des mangas que tu peux aussi bien regarder quand t'as 15 ans que quand t'as 25 ans. Ils sont pas énormes, mais il y en a quand même pas mal. Quand t'es sensible à l'animation japonaise, il y a vraiment beaucoup de séries d'animation qui sont tout public, souvent les séries comiques d'ailleurs. Il y a des bonnes séries comiques qui sont assez tout public. Bon, je voulais aborder avec toi un sujet en particulier. Donc là, on est sur un podcast qui parle de passion. Vous avez remarqué, c'est le manga et la japanimation, c'est une de nos passions à tous les deux.
Et je voulais partir sur le fait que quand on est passionné par un sujet, souvent on a envie d'en faire plus, on a envie de produire et on se contente pas de consommer. Moi je suis un peu un flemmard, je suis assez passif, je consomme et je fais pas. Mais toi justement, sans parler d'en faire ton métier, tu portes un grand intérêt pour la création de manga et d'animation. Ah, moi, c'est un rêve de gosse. Créer un C'est un manga, rêve de gosse. c'est un rêve de gosse. Enfin, c'est un rêve de gosse. Phrase cliché, mais c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. C'est un rêve de gosse. Enfin, on dirait que je fais vieux comme ça, mais pas du tout. Mais si. Moi, depuis que. Enfin, je veux dire, je dessine avant de connaître les mangas, et depuis que je connais les mangas, je dessine encore plus, genre à peu près tous les jours. Enfin, je dessine pas si bien que ça, mais si j'ai un rêve dans ma vie, ouais, c'est de produire mon propre manga. J'ai l'histoire et tout, mais j'en dirai pas plus. C'est trop bien ça. Bah ouais. C'est trop bien. Bah, je te pousse vraiment à continuer dans la création. J'ai tendance à transformer ma flemme en motivation pour mes amis. C'est incroyable. Donc tu dessines, Ouais. tu dessines du manga ou tu dessines ce que tu veux? Bon, je dessine ce que je veux, mais C'est influencé? ouais, c'est forcément c'est influencé par. En fait, tout ce que tu fais est influencé par ce que tu regardes. Ouais. Toujours. Et je trouve que c'est un peu comme ça que fonctionnent les artistes. Et quand tu innoves dans l'art, c'est quand tu as des références qui te plaisent, que tu es justement passionné par ces références, et que tu te les appropries, et que toi, derrière, tu apportes quelque chose en plus. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme ça que je vois les artistes, notamment dans la BD et toute la. Et même dans tout ce qui est toute la musique fiction. aussi, Musique c'est pareil. aussi, ouais, hein. exactement. Ouais. Que ce soit maintenant ou même avant. Genre Debussy, il a eu tellement de mal à se séparer de Wagner. Bon, je diverge, mais voilà quoi. Oui, parce que tu fais des références classiques de musique, mais toi, donc, tu as fait une licence de musicologie. Ouais, j'en enfin terminé. Enfin terminé. Ouais. T'aimes bien la musique, mais. C'est les études de musicologie, je crois que elles n'étaient pas trop faites pour moi. Ça mais a l'air bon, très classique et très académique. Et justement, on parlait de ça il n'y a pas très longtemps. T'y partais d'un bon sentiment, dans le sens ça me plaît, mais encore une fois, c'est plutôt le dessin et le manga qui te. Ouais, c'est ça. En passionne. fait, je me suis rendu compte plutôt que je dessinais plus que ce que j'écrivais de cours en fait sur mes feuilles. C'est un peu ça, hyper mais révélateur. ouais, c'est c'est vrai. hyper révélateur. Tellement de mais, dessinateurs qui disaient. Bah moi je commençais à dessiner en cours en fait parce que je me faisais chier et je dessinais sur mon carnet de correspondance. Après je sais, il y a vraiment dessiné sur tes cours et genre prendre du temps chez toi à poser tes crayons, ta feuille et genre t'entraîner quoi, à faire des perspectives, corps humain, tout ça quoi. Ouais, parce que évidemment quand on aime dessiner, moi je m'y suis mis en études de design mais jamais vraiment continué à prendre du plaisir à dessiner pour moi-même. Mais il y a vraiment cette phase où tu dessines pour le plaisir, ensuite tu acquéris de la technique, et après tu mets ton propre style en fait sur cette technique. Et toi, comment tu te poses? Est-ce que tu te prends la tête sur la technique? J'essaye de me prendre la tête sur la technique. Ouais. C'est frustrant des fois. Ouais, moi ça me frustre. Quand je dessine mal, je déchire ma feuille, c'est horrible. Mais c'est vrai que ouais, j'essaye quand même d'acquérir la technique, genre en regardant. Avant, je le faisais pas du tout, j'aimais pas du tout dessiner des modèles et tout, mais là, je me force un peu quand même parce que si ça va pas du tout niveau proportion, niveau perspective aussi, c'est des trucs à acquérir qui sont qu'avec le travail et en regardant ce que les autres ont fait. Ouais, c'est ça, je crois que le dessin d'observation, c'est primordial en fait. T'es obligé de passer par les choses déjà propres, dit grossièrement, déjà proportionnées pour absorber la technique en fait, dans sa propre technique, et ensuite pouvoir s'exprimer comme on veut quoi. Ouais, donc toi, t'es en train de travailler ta technique et en même temps, tu dessines pour le plaisir. Ouais, tout à fait. En même temps, travailler la technique, je fais aussi ça par plaisir parce que ça me fait plaisir de progresser. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le progrès. T'es en grosse période de progrès. J'espère. Je pense que ouais. Moi, on se connaît depuis longtemps, donc j'ai toujours des dessins à toi sur mon agenda de 4e qui sont extrêmement drôles. Un jour, ils seront diffusés peut-être, peut-être pas. Et évidemment, puisque tu dessines presque tous les jours, il y a un progrès. Des gens qui ont du talent, qui progressent très vite, d'autres qui progressent très lentement, et au final, c'est parfois les meilleurs. Ça veut rien dire quoi. Ouais. Mais ouais, le progrès, une fois que quand je dessinais, que je voyais que je prenais du plaisir quand je constatais que je progressais. Ouais, c'est ça. Oui. Parce que pareil, je suis un peu exigeant et du coup, quand tu progresses pas et que ça te va pas, t'as juste envie d'abandonner et t'es hyper frustré. Et je trouve qu'il y a un réel plaisir à progresser. Et ça, c'est vrai même dans d'autres choses, dans les jeux vidéo, dans la cuisine, le fait de progresser et de faire quelque chose pour soi et que ça marche déjà pour soi, c'est la première récompense. Exactement. Je trouve en tout cas. Ouais. Bien sûr. Donc t'as ce côté manga papier qui te pousse à dessiner et en même temps, t'es intéressé par la technique de l'animation aussi. Ouais, tout à fait. Mais le problème de l'animation, c'est que je débute à peine à penser à comment faire de l'animation. Et du coup, c'est un peu compliqué, mais j'aimerais bien aussi... C'est vrai que voir ces personnages que tu as toujours dessinés bouger, ça a un côté genre vraiment
prendre vie, ça a un côté qui. Ouais, mais c'est hyper excitant en fait. Ouais, Quand, c'est quand ça, tu c'est assez dessines, excitant, mais. quand tu dessines et que t'es trop fan d'animation, t'as qu'une envie, c'est d'animer. Enfin, c'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a qui sont juste illustrateurs et qui se démerdent extrêmement bien. Moi, l'animation, je vois ça comme un travail extrêmement fastidieux. Enfin, les gens qui font de l'animation, ceux que j'ai vus faire de l'animation, faire des petits résultats, rien qu'une animation de 5 secondes, quand je vois le travail colossal que c'est, je suis hyper admiratif de la patience. Et aussi, je me dis, c'est des gens qui sont extrêmement passionnés par ça. T'as envie de te tenter là-dedans, toi. Ouais, genre, j'aimerais bien essayer, peut-être pas forcément me lancer dedans 100% de mon temps, mais essayer de faire au moins un petit truc de 5 secondes. Genre, rien que de réussir à faire un petit truc de 5 secondes, ce serait déjà une victoire. Mais ouais, ça demande énormément de temps, et puis ça demande aussi de connaître tout ce qui est logiciel et connaître vraiment toutes les bases de l'animation. Les règles de l'animation, prend, voilà, il y a 12 règles, t'es obligé, entre guillemets, encore une fois, d'apprendre les règles, de les connaître et de te les réapproprier pour faire une animation qui est fluide, qui fonctionne et tout. Et ouais, ça a l'air d'être un sacré travail. Et puis il y a quand même une différence entre dessiner et animer. Même si on forcément dessine qu'on anime, mais il y a vraiment une différence entre genre raconter une histoire en dessinant et raconter une histoire en animant. Ouais, parce qu'une image fixe, tu construis ta posture de ton personnage, ton décor et tout, comme quelque chose de fixe. Ouais. Tu le rends vivant par une posture, par une dynamique, alors que quand tu fais de l'animation, chaque dessin est pensé pour la dynamique. Le dessin qui est avant, le dessin qui est après. Ouais. Et du coup, t'as pas le même point de vue quand tu dessines un truc parce que tu es obligé de penser à toute ton animation. Tout à fait. Ok, c'est super intéressant. Ouais, moi personnellement, je te pousse trop à continuer. Je suis super content que tu te lances là-dedans. J'espère que ça va fonctionner. J'espère aussi, mais je pense que les premiers résultats se verront dans longtemps. Dans longtemps, c'est peut-être à voir prochainement dans longtemps sur la chaîne de la Tacosphère. Peut-être on aura un extrait un jour d'animation de Le Père Fort sur la Tacosphère. Du Père Fort, on peut dire. Du Père Fort ? Ouais. Parce que de Le, ça fait du coup. C'était du Père Fort. Tu connais Le Mans ? Quand je viens de Le Mans, je viens du Mans, tu vois. Les rillettes du Mans ? Ouais, les rillettes du Mans. Okay, c'est pas les rillettes de Le Mans, c'est du Mans. Génial. Voilà. Professeur Père Fort. Oui, c'est moi. Du coup, avec toi, je voulais aussi parler volontairement de séries moins connues, parce que tu consommes beaucoup de mangas et beaucoup de séries d'animation, et évidemment, tu as fait le tour des choses les plus cultes. Et je trouvais ça intéressant, soit pour faire découvrir, en fait, ou juste pour aborder un autre point de vue sur ce que c'est que la Japanimation. Donc, je voulais parler de séries moins connues et te demander un ou plusieurs coups de cœur de séries, manga papier ou animé, qui sont vraiment pas ultra populaires. T'en as qui viennent en tête ? Alors, pas ultra populaire, ça dépend ce que t'appelles ultra populaire en fait. Niveau animation et manga, si tu dis ce qui est ultra populaire, c'est juste ce qui sort du Shonen Jump et de la Shueisha. Je mettrais même un niveau en dessous. En gros, Re:Zero, SAO, ultra populaire. Ouais. Steins Gate, un petit peu moins, mais ça reste quand même culte et connu. Ouais. Descend 2 crans en dessous encore. Pas non plus underground, tu vois, mais plutôt des trucs Made in Abyss qui a eu beaucoup de succès, mais c'était quand même assez de niche, il me semble. Ou même d'autres choses que tu sais que t'as pas entendu parler en fait, que t'es dans ton cercle, t'es le seul à avoir regardé. Peut-être que t'en as parlé, mais les gens connaissent pas. Je sais pas, Dr. Stone, c'est que genre connu de ouf. C'est connu de ouf. C'est l'anime qui cartonne en ce moment en fait. Parce que Demon Slayer, ça cartonne en ce moment. En fait, je sais pas si j'ai regardé des trucs qui sont vraiment très underground. Parce que je me dis, Axel World, en vrai, c'est fait par celui qui a écrit genre les SAO, donc forcément c'est genre assez populaire aussi. Ouais, il me semble qu'Axel World est assez populaire aussi. Même genre, je considère tout ce qui est School Live, genre Harumi Suzumiya, Toradora, Nisekoi. Ça reste connu. Ça reste connu, assez populaire. Tout ce qu'il y a sur Netflix maintenant, c'est devenu un peu populaire parce que c'est des mangas qui sont sur Netflix, genre Shigatsu Akimi no Uso, Erased, tout ça. Ils sont pas forcément les trucs les plus hype, mais c'est aussi connu, j'imagine. En fait, à partir du moment où tu trouves genre l'opening en blind test, c'est que c'est assez connu, tu vois. Sauf les Very Hard. Sauf les Very Hard. Mais les Very Hard, je crois que j'ai pas vu grand chose en Very Hard. On fait beaucoup de blind tests et je suis tombé sur des images et des titres que j'avais jamais vus. Oui. Mais du coup, un pas trop connu, donc hors Dragon Ball et tout, mais que tu voudrais faire découvrir. Un coup de cœur. Vraiment un coup de cœur qui est juste autre que Dragon Ball et Re:Zero, quoi. En ce moment, ouais, ou même passé, que t'as regardé, que t'as trouvé il y a 3 ans. Je
peux regarder mes My Anime List. Regarde donc ta liste. Si vous ne connaissez pas, le site My Anime List permet de référencer et de noter tous les films d'animation, séries animées et mangas que l'on consomme. En plus, elle est à peu près à jour, la tienne. Ouais, elle est à peu près à jour. Bah, dans le truc pas trop connu, il y a Naruto. Shrek l'animation. Bah, on l'attend toujours. On attend toujours. Shrek l'animation. Le pire, c'est que ça peut arriver. Hein. Non. Ouais. Je sais pas. Non, peut-être pas. On a eu des trucs du genre Marvel, fait par des studios d'animation japonais. Il y a énormément d'animations japonaises aussi, où c'est des contes français, des contes européens, des histoires bibliques qui sont adaptées en animé, mais Shrek, je pense que ça n'arrivera jamais. Écoute, je vais regarder ta liste, et je vais choisir ce que je considère pas connu. Ok. Et on va voir ce que t'as à nous dire sur cette liste. Ouais, il y a beaucoup de classiques que j'ai toujours pas vus. Ouais. Je vais en prendre un peu au pif dans ta liste, que je connais pas. Katanagatari. Katanagatari. C'est vrai que c'est pas si connu que ça. Je me souviens plus du studio d'animation, mais en gros, l'animation est vraiment... genre, ça change des dessins qu'on a l'impression d'avoir. C'est presque BD, plus que manga. Ok. Et en fait, c'est vraiment le côté design qui est vraiment original. En fait, c'est pour ça que j'ai regardé. C'est la valeur ajoutée. C'est parce que l'aspect graphique m'attirait de base. Après, en soi, le scénario est pas ouf. C'est juste. Ça parle de quoi brièvement? Ça parle je crois que c'est une des filles de Shogun qui retrouve un maître de sabre pour récupérer des sabres sacrés pour se refaire un nom ou un truc dans le genre. Je m'en souviens pas exactement. Les personnages sont touchants. Ça, les deux personnages principaux sont super touchants. La fin, je crois que m'a fait un peu pleurer d'ailleurs. No spoil. Cool, ouais, no spoil. C'était moins que t'as une narration qui est bien foutue, quoi. Ouais, t'as une belle narration et t'as surtout vraiment un design qui est hors norme. Qui est hyper unique. Ok, ouais. Katanagatari. Bah, j'ai déjà envie de regarder. Faudrait que je le mette dans My Anime List. My Anime List. T'as une autre idée qui te vient en tête le fait d'avoir parlé de Katanagatari? Niveau animé, en vrai. Moi, en vrai, je veux bien parler d'un truc. Ça a eu un certain succès avant en manga. Et le premier arc a été adapté en animation, mais je crois que l'animé est pas si connu que ça. C'est l'animé du manga Kekkaishi. Kekkaishi, ouais. Moi, je connaissais pas. Parce que toi, quand tu m'as parlé du manga Kekkaishi, c'était un manga papier que je connaissais pas de base. En plus, c'est fin 90, il me semble. Publication. Je sais plus du tout. Niveau publication, je sais plus du tout. Je sais c'est pas tout jeune. Ça a eu genre le prix du meilleur manga en 2007. Quel prix? Un prix japonais, un prix japonais. Un prix japonais en 2007. Ouais, en le 2007, manga papier. Ouais. Donc c'est récent, Kekkaishi. C'est 2007, c'est récent. Oui, plus ou moins quoi. C'est fini? Oui, la série est terminée, ouais. Et donc il y a une série d'animation adaptée du manga. C'est ça, qui retrace seulement le premier arc. Et qui est l'arc le mieux narré en fait, tout simplement. Et il y a c'est un animé déjà, l'animation. Je crois que si je me trompe pas, c'est Madhouse qui l'a fait, mais je suis vraiment pas sûr, donc peut-être tu peux Non, c'est Sunrise, c'est ça. Donc fait par Studio Sunrise, je connais pas le Studio Sunrise du tout. Donc Ekashi, ouais, qui est en fait Studio Sunrise, normalement c'est eux aussi qui ont fait Code Geass. Ok. Les 2 saisons. Ok. Et aussi les OAV. Et des bons animateurs. Ouais, généralement dans les studios d'animation, ceux qui sortent un peu du lot, c'est Bones, Madhouse et Sunrise. Enfin, je veux dire. Il y en a après, plein d'autres. Oui, il y en a plein d'autres, mais je veux dire. dire. Ceux que t'as en tête là qui t'ont fait des séries mémorables. Ouais, qui ont fait des bonnes séries. Ouais. Et niveau animation, c'est vraiment pas mal. Surtout que les pouvoirs en fait des gars sont assez chelous. C'est de créer des champs de force. C'est assez bien rendu dans l'animation. Ça marche bien en fait. Il y a juste l'opening qui est pas très ouf. Il est vite oubliable, ça arrive malheureusement, oui. Mais bonne série. 52 épisodes ou 51, il me semble, qui retrace le premier arc. Ouais, ils ont pas continué à la suite. Est-ce qu'ils ont fait une fin? Ils avaient prévu de finir sur cet arc-là, comme certains animes? Bah, en soi, c'est un peu une fin. C'est pas la fin. C'est pas la fin du fil rouge entier, mais c'est une fin, quoi, en gros. C'est la fin d'un arc, mais je vais pas trop raconter si... Ok, Kekkaishi donc. Ouais, en gros le speech c'est t'as 2 familles qui doivent protéger un domaine sacré des yokai qui veulent se nourrir du domaine. En gros c'est ça. Et ils utilisent des techniques ancestrales de champ de force pour emprisonner les yokai
Et soit, si ce sont des gentils locails, il les libère et il leur dit d'aller ailleurs. Et sinon, il les désintègre. Ok, donc shonen, action, fantasy, folklore japonais. Ouais, il y a un peu de shoujo dedans et presque un peu de seinen, du drama, beaucoup de drama. Hein. Ok, trop cool. Beaucoup de drama, ouais. Beaucoup de drama. Beaucoup pleuré dans la première saison. Trop bien, donc on s'éloigne d'un parcours et d'un motif trop stéréotypé d'un shonen. Ça va pas être un neketsu, c'est pas du tout, c'est plus l'inverse du coup d'un neketsu, c'est le héros va rester vraiment autour du domaine pour protéger le truc quoi. Et c'est les autres qui vont venir vers eux en fait, c'est ça. Ah, c'est intéressant. Je crois que j'ai jamais vu d'œuvre similaire. Peut-être, je me trompe, mais je sais pas. Mais c'est assez intéressant quand même. L'auteur du coup c'est qui? Du manga papier? C'est l'auteur du manga papier, c'est... Oh, putain, comment elle s'appelle? C'est Yellow Tanabe, voilà, son nom d'artiste c'est Yellow Tanabe. En plus lent? Yellow, comme jaune en anglais? Comme jaune en anglais. Wow. Plus loin, Tanabe. Ok. T-A-N-A-B. C'est une autrice? C'est une autrice, oui. C'est une autrice, cool. Ouais. Il y a pas mal, beaucoup de non, parce que c'est assez compliqué d'être mangaka en tant que femme au Japon. Ouais. Mais il y a pas mal d'œuvres très qualitatives qui sont écrites par des femmes, comme Kakashi. Kakashi. Et FMA, c'est pas très connu, mais c'est bien une femme qui a écrit FMA. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certains caractères féminins sont bien écrits. C'est pas toujours le cas, il y a des hommes qui savent écrire des caractères féminins. Bien sûr. Là, j'ai pas d'exemple parce que j'ai beaucoup plus d'exemples d'hommes qui ne savent pas écrire des caractères féminins, mais c'est vrai que des fois, le fait d'avoir une auteure femme, le point de vue est parfois un peu différent et ça apporte des choses. Et puis des fois, ça change un peu les stéréotypes. Exactement. Qu'on a dans la culture japonaise. Quoi. Oui, qui sont énormes. Enfin, on parle de manga et de Japanimation, il y a évidemment des stéréotypes énormes. Il y a aussi, que tout le monde connaît. Je crois que Reborn, Hitman Reborn, là, ça a été fait par une femme aussi. Ok. Trop cool. Voilà. Ok, donc tu nous as conseillé Katanagatari, qui est intéressant. Ouais. Un peu fantasy aussi. Ouais. Edo, époque Edo, samouraï, Edo, katana. Et puis Kakashi, qui est plus sur le folklore et avec un parcours assez original dans la narration. Et un méchant charismatique. Cool. Un méchant qui est bien charismatique, ouais. Du coup, je voulais en profiter, c'est trop bien de faire des recommandations et de dire ce qu'on aime, ça permet de développer, de se dire ouais, ce personnage-là, il est intéressant parce que ci, parce que ça. On va pas non plus faire des analyses complètes des œuvres, surtout s'il y en a qui veulent découvrir, ça permet de pas être spoilé tout simplement. Mais je voulais aussi que tu aies une non-recommandation. Un truc que t'as regardé en entier ou pas et que t'as pas aimé, mais ce qui est intéressant, c'est de dire pourquoi. Est-ce que les ecchi ça compte? Est-ce que les ecchi ça compte? Oui, les ecchi ça compte. Non, un truc que j'ai pas aimé en restant dans le regardable, on va dire. Je ferai un podcast pour les ecchi si c'est beaucoup demandé. Excuse-moi, vas-y, reprends. Personnellement, j'ai pas du tout aimé l'animé, le manga je le connais pas, mais l'animé de non, pas Dragon Slayer, qu'est-ce que je raconte? Goblin Slayer, voilà. Pourquoi je trouvais ça pas très bien animé, à part l'épisode 1 qui était en soi pas mal, c'est une ébauche de ce que ça va être toute la série, mais je trouve que la série est tellement plate. C'est pas un Netflix original? Non, pas du tout. C'est pas un... Ok, d'accord. Pas du tout. La série, je la trouve super plate, les personnages, je trouve que en fait l'animation est mal gérée, genre je sais pas trop quoi dire dessus, tuer des gobelins tout au long du truc, c'est pas, enfin je veux dire, les personnages ça m'a pas attachants. touché quoi. Non, les personnages ils m'ont pas. Je pense que si t'aimes vraiment le délire fantastique, tu te retrouves dans un monde un peu isekai, même si c'est pas du tout un isekai, mais genre t'as un elfe, un nain. Médiéval fantastique, on est sur du D&D à la japonaise quoi. Ouais, c'est ça. La prêtresse un peu nulle, l'elfe, oh là là, j'ai 2000 ans mais j'en parais 12. Il y a énormément de séries d'animation qui ont les prêtres, les trucs, toutes les classes un peu du RPG classique, et c'est une recette qu'on retrouve beaucoup et ça marche pas toujours quoi. Ça marche pas toujours, il y en a très peu qui marchent, j'ai l'impression quand même. Hein. Enfin, ça dépend. Moi, c'est mon point de vue parce que j'aime pas trop ce délire-là. J'aime beaucoup les RPG, tout ce qui est jeux RPG, JRPG même, ou MMO, un peu moins les MMO, mais moi, j'aime beaucoup les RPG, quoi, genre tout le Seigneur des Anneaux, tout l'univers de Tolkien ou de Sapkowski ou de Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, ouais, j'aime beaucoup, mais je sais pas, j'ai pas du tout kiffé. Je trouve que c'est presque une parodie grossière de l'univers médiéval fantastique avec les gobelins. Konosuba par exemple qui le fait, où là c'est une parodie assumée. Là, c'est vraiment une parodie assumée et c'est plus drôle que genre chiant, je dirais. Mais c'est vrai que le motif de la prêtresse, du guerrier, enfin tout cet univers Tolkien et compagnie,
C'est une recette assez facile, mais qui doit être hyper dure d'apporter quelque chose en plus, en fait, narrativement, quoi. Ouais, je pense, ouais. Après, voilà, du coup, voilà, Goblin Slayer, j'ai pas trop aimé, non. Ok. Je recommande pas. Ou alors, allez-y si vous kiffez les histoires de... Ouais, bah peut-être que si des gens aiment beaucoup tout ce qui est fantastique, RPG et compagnie, c'est justement pas du tout le bon truc, parce que si en plus c'est mauvais, il y a sûrement plein d'autres séries beaucoup mieux gérées sur c'est qui cet tout univers. double. C'est qui tout double. C'est qui tout double, ouais. Puis après, bah, de toute façon, là, on a un discours qui est subjectif. Il y a des gens qui vont sûrement adorer. Oui, bien sûr. Moi, je juge pas du tout, hein, bien sûr. Il y a sûrement Vous des faites gens ce que qui vous vont. voulez. Si vous aimez, tant mieux pour vous. Moi, j'ai passé un mauvais moment. J'ai quand même tout regardé parce que j'aime pas drop les séries. Ouais, je crois qu'il y a aucune série que j'ai drop parce que j'aime bien savoir la fin quand Pareil, même. j'ai drop très peu de séries. J'ai drop Konosuba, épisode 2, parce que j'avais pas vu l'intérêt, mais on m'a dit qu'apparemment, il fallait aller un peu plus loin pour comprendre qu'il y a un intérêt assez comique et tout. Mais moi, ouais, c'est un des seuls que j'ai drop. En général, même quand j'aime pas, je me laisse regarder, quoi. Je laisse regarder, et puis ça passe pas. Bon, ça permet d'avoir un avis à la fin, quoi, sur une série en entier. Ouais. On va quitter un peu le monde de l'animation et des recommandations. Ok. Moi, je voulais aussi aborder le fait qu'on vient sur le manga papier. Ouais. T'es en train de construire une collection de mangas. Ouais. Depuis que t'as acheté des mangas, puisque les premiers mangas que t'as achetés, t'en as que t'as toujours, genre One Piece et Naruto. Mm-hmm. Et de plus en plus, t'as envie de te construire une vraie collection. Pourquoi le support physique ? Pourquoi vraiment plein de séries ? Parce que une, c'est pas assez. Je trouve que c'est une bonne réponse. Non, mais parce que je sais pas, genre j'aime bien. Ce que j'aime bien dans les mangas à papier aussi, c'est toutes les jaquettes et tu sais, la tranche aussi. Puis même, genre, c'est une collection comme une autre. Hein. Il y en a qui aiment bien collectionner les consoles rétro. Moi aussi, j'aime bien. Mais les DVD, c'est très proche des DVD. Ouais, on les met dans une DVD bibliothèque, aussi. on a la tranche. C'est ça. Qu'on les consomme ou qu'on les consomme pas, il y a le côté collection. Et en plus, toi, les séries que t'achètes, tu les lis. C'est ça, et en plus, une série de manga, c'est sûr que, comme on disait avant avec Naruto, ça sort et tu suis et ça raconte aussi un peu ta vie, quoi. Enfin, ça raconte ta vie, pas vraiment, mais ça te dit, voilà, j'ai eu ça, j'ai grandi avec, c'est mes mangas, voilà, je les lis, je les relis encore maintenant, mais je me souviens de ça, quand j'avais tel âge, j'avais vécu ça, il y avait eu ça dans One Piece ou dans Dragon Ball. Enfin, pas Dragon Ball, mais... Ça peut faire allusion ou ça lié à des souvenirs, à des moments de ta vie, quoi. Et c'est ça, et du coup, je me suis dit, j'aimerais bien avoir quand même une grande salle, un peu comme les rayons de la Fnac. mais chez moi, chambre, quoi. Ouais, c'est ma chambre. Ok, ouais, c'est vrai que le support physique, il y a le côté collection, il y a le côté sentimental. Ouais, aussi, ouais. Il y a le côté c'est stylé. C'est stylé, c'est beau, les jaquettes sont belles. Hein, je commence à collectionner aussi des jeux, autant des jeux qui m'ont marqué de mon enfance, jeux vidéo, qui m'ont marqué ou des trucs cultes que j'ai envie de jouer et tout. Et j'ai aussi des mangas. Peu de collection de mangas, mais il y a clairement un côté décoratif. T'as ta bibliothèque avec ta super série, t'es content en fait, ça fait partie de ton décor et de ton univers. Ouais. Donc ça c'est cool. Et est-ce que t'as un but ultime avec cette collection ? Est-ce que c'est un gros rayon Fnac mais c'est chez toi ? Ou est-ce que t'as un but précis ? Est-ce que c'est genre toutes les séries que t'as envie de lire ? Est-ce que c'est plus ? Est-ce que c'est moins parce que t'as envie de lire beaucoup de séries ? Eh ouais, je pense que j'ai quand même envie de lire déjà de base les gros classiques, genre donc les City Hunter, les Ken le Survivant, déjà ce qui est vieux, même les tomes de Yu-Gi-Oh, genre même dans les classiques, t'as plein d'objectifs à acquérir, quoi. Ouais. Ce que j'aimerais lire aussi, c'est les trucs qui sortent maintenant, genre je pense au livre de Dr Stone dont la jaquette est jaquette c'est vraiment magnifique livre. D'ailleurs, très bon animé, je recommande. Grosse qualité Dr Stone. Ouais. Et faudrait que je prenne aussi du même auteur les Sunken Rock, quoi, enfin de Boichi surtout. Mais ouais, grosse envie d'avoir une énorme collection de tout ce que j'aime tout simplement. T'as combien de bibliothèques de plaine là De plaine, j'en ai 2. Deux grandes bibliothèques de plaine. 2 grandes bibliothèques de plaine. Mais j'ai aussi des cartons de trucs que je suis en train de lire, mais j'ai pas le temps de lire. Là, en ce moment, je lis les Solitaires que j'avais jamais lus. Je lis les Samurai Deeper Kyo, voilà. Et je me suis acheté tous les Shaman King que j'ai toujours pas lus, mais il faut que je le fasse. Et après, j'avais plus trop d'argent. Ouais, parce que ça coûte cher. Et tu fais des économies quand même, parce que ta façon de chasser la collection de mangas, tu passes par Le Bon Coin. Ouais, Le Bon Coin, eBay. Mais faut pas dire. Parce que sinon les autres ils y vont aussi. Et t'as plus de dispo pour toi. Ouais. Du coup, pour acheter des mangas, allez à la Fnac et achetez-les un par un. Demandez l'argent à votre grand-mère. À vos parents. Elle a plus d'argent pour acheter des mangas. Donc Le Bon Coin, l'occasion, parce qu'il y a des gens qui maîtrisent le prix et qui connaissent la valeur de la chose, mais que tu peux quand même trouver ça honnête, genre les Kakaishi qui ont eu pas des problèmes de publication, mais ça a été tiré à peu d'exemplaires et du coup il y a des tomes qui sont rares, c'est ça ? Ouais, en fait le truc c'est que Kakaishi, je crois que c'est Kana qui publiait ça, si je me trompe pas.
Je sais pas. On va dire que c'est Kana. Ils ont décidé d'arrêter la publication, tout simplement. Du coup, ils sont introuvables aujourd'hui. À partir du tome... Je dirais que les 14 premiers tomes, c'est ceux qui ont une adaptation animée. Ils sont assez trouvables parce qu'ils ont été beaucoup imprimés. Mais à partir du tome 17, c'est la misère. Hein. Je sais que on peut trouver des fois les 2 derniers tomes à genre 200 € le tome. Ouais, j'ai déjà vu ce genre de prix pour les tomes pour montrer à quel point ils sont rares. Ouais, j'ai eu la chance d'avoir la collection complète à 100 €. C'était incroyable. 35 Donc c'était tomes, quelqu'un 100 qui connaissait quand même un peu la valeur des mangas, mais qui en même temps n'a pas pris en compte la valeur de certains des mangas de la collection. Quoi. C'est ça. Et peut-être qu'il le savait, mais peut-être qu'il a décidé, bah non, je vois pas pourquoi je me ferais de l'argent dessus. Bon, je pense plutôt qu'il savait pas, mais. Ouais. Bah tant mieux pour toi, hein, clairement. Ouais, tant mieux pour moi. Et du coup, il y a aussi des séries de mangas où les gens ne sont pas au courant, ils pensent juste que c'est des vieux livres C'est ça. de BD japonaises. Et moi, par exemple, j'ai acheté la collection complète des Lovina. Ouais. 14 tomes, si je ne m'abuse. C'est ça. 5 €. Ah oui. Ce qui est une affaire, vraiment. Ce qui est vraiment une grosse affaire. Que j'ai beaucoup apprécié, c'était vraiment fun. Mais ouais, ça permet en fait de. Quand tu tombes sur ce genre d'occasion, tu te dis, bah, j'avais pas forcément prévu de lire cette série, mais les mangas sont en bon état. Et c'est que 5 €. Bah vas-y, je l'achète. Bah oui, aussi. C'est trop bien. 5 €, 14 mangas. Ça t'est déjà arrivé de tomber sur des séries où tu les as achetées parce que c'était pas cher, plus que parce que t'avais prévu de la lire? Je crois que les 38 tomes de Samurai Deeper Kyo, genre je les ai eu à 60 balles. Ok, donc là, Ça fait genre même pas 2 € le tome. Et j'ai fait, bah ouais, grave. En bon état en plus? C'est bon état. Bon, ça dépend des mangas, mais Ouais. dépend des tomes. Mais il y en a qui sont en très bon état, il y en a ils sont un peu plus cornés. C'est pas très grave, hein. 68 €, 60 €, 38 mangas. Ouais, ça vaut Je vais pas faire la fine langue. Vraiment le coup, clairement. Ça vaut vraiment le coup. Mais après, c'est vraiment un truc où tu passes du temps pour essayer de collectionner les trucs. Tu passes vraiment du temps tous les jours. Tu vas sur eBay, Le Bon Coin. Là, je me suis un peu calmé parce que faut que je fasse autre chose qu'à d'acheter des trucs. Mais ouais, ça prend vraiment du temps en fait. Ouais, c'est de l'investissement. Mais enfin, moi, je suis en train de chercher des platines vinyles et des vieux appareils hi-fi pour lire du support physique en musique. Et en fait, je kiffe trop traîner sur Le Bon Coin et chercher, regarder les modèles. Il y a un aspect plaisant à ça. Traîner sur eBay. Et quand tu maîtrises eBay, tu te dis, alors ouais, je fais cette recherche-là à ce moment-là, je trie comme ça. Et du coup, moi, j'aime bien faire. C'est pour ça que j'ai appelé ça la chasse, en fait. Parce qu'il y a un côté plaisant dans chasser la collection précise, trouver le bon truc au bon moment, être le premier à trouver. Parce que clairement, t'es pas le seul à vouloir acheter des collections de mangas. Dis-toi le chasseur. Clairement pas. Ouais, je suis un peu un chasseur de platine. Et ouais, du coup, c'est aussi ça dans le côté collection. Donc, il y a le côté sentimental, posséder les œuvres, pouvoir les lire quand tu veux. Parce que je pense aux bibliothèques, quand j'étais petit, j'empruntais à la bibliothèque pour lire des BD. Et c'est quand même un peu chiant parce qu'il faut aller se rendre à la bibliothèque, t'as un temps d'emprunt et tout. Alors que quand ils sont à toi, t'en fais ce que tu veux, tu les lis quand tu veux, où tu veux, au chiottes dans ton lit, tu t'en fous. C'est le gros avantage aussi d'avoir le support physique. En parlant de support physique, donc on parle du manga papier, tu regardes aussi beaucoup de séries d'animation. Pas de support physique pour les animés? Si, je m'en suis acheté un parce que ça a été un peu un coup de cœur quand j'ai vu la série animée. D'ailleurs, faut que je l'achète en manga, mais c'est les Parasites, qui Seiju en japonais. Et ouais, moi ça a été un gros coup de cœur, vraiment. Et j'ai trouvé le Blu-ray collector. Je me suis dit, bon, pour une fois, je vais genre supporter un peu une œuvre que j'ai aimée. Et du coup, je vais acheter le Blu-ray. Ouais. Surtout que la jaquette était super stylée. Elle est stylée, tu me l'avais montré, elle est vraiment stylée. Et j'aime bien quand tu dis pour une fois. Ouais. Parce que moi, c'est pareil, j'achète pas de série d'animation parce que soit je télécharge, on va pas se mentir, soit il y a Netflix, comme on a dit, qui est hyper accessible. Et les trucs cultes, on les regarde, peu importe le moyen. Et voilà, parce que les Blu-ray, enfin, moi, les DVD, à l'époque où on est, je pense que dans 5 ans, on aura du mal en termes de qualité. Il y a tellement, la 4K arrive, c'est presque maintenant omniprésent. Donc, je suis très, très Blu-ray, quitte à dépenser des sous dans du support physique, autant que ce soit une top qualité sonore et d'image. Et des collections de mangas en Blu-ray, ça coûte hyper cher. Et il y a pas longtemps, je suis tombé sur un site où j'ai vu des promos et j'ai eu 3 séries que j'aime beaucoup dans des super éditions de Blu-ray à genre 70 € les trois séries, quoi. Donc, pour une fois, comme tu dis, j'ai sauté le pas et maintenant je suis trop content d'avoir sur mon étagère mes petits Blu-ray de séries qui m'ont vraiment marqué, quoi. Donc ça, c'est trop cool. Ouais. Donc c'est ça, c'est en fait toi c'est plus à l'occasion. Quand t'as une série qui t'a vraiment marqué d'animation et que t'as l'occasion, que c'est pas trop cher de l'acheter, tu te dis je marque le coup et je la possède en physique, quoi. Ouais, surtout si c'est vraiment ils ont fait un effort dans la mise en forme de la collector. Oui, parce que parce que t'as des Blu-ray qui sont genre extrêmement simples où l'illustration est pas top et c'est juste la boîte bleue. Ouais, c'est juste histoire d'avoir un Blu-ray, mais bon. Voilà. Et t'en as où donc du coup dans ce que j'ai acheté récemment, il y a la collector de Steins Gate et c'est vraiment un gros coffret avec une belle illustration du film. T'as même Steins Gate est écrit en gaufret doré sur le truc. Ah ouais, d'accord. Et en plus dedans t'as un gros artbook des OAV, de la série et du film. Du coup ça valait vraiment le coup, quoi. Ouais.
Donc c'est de toute façon dans le côté geek, otaku et tout, t'as souvent les collectors. C'est les japonais qui ont inventé l'édition collector. Tout à fait. Au Japon, il y a énormément de produits qui sont sous forme de collector, des albums, de musique, plein de choses, des DVD, des Blu-ray qui sont sous collector. Ça vient de chez eux, ils savent très bien le faire. Et du coup, c'est souvent l'occasion, c'est un peu la valeur ajoutée, quoi. Quitte à acheter un Blu-ray, autant qu'il soit dans une jolie version. Ouais, carrément. Un beau steelbook. Les steelbooks aussi, ouais. Il y a certains steelbooks qui sont vraiment trop stylés. Bon, on a beaucoup parlé de toi et de comment c'était quoi ton point de vue en fait par rapport à cette passion, ton contexte. Tout à fait. Qu'est-ce que tu collectionnes? Le fait que tu t'y mets aussi, t'as envie de dessiner, ça t'influence beaucoup. Donc je te remercie pour ça, c'était vraiment intéressant. J'espère que ça vous intéresse aussi. J'espère aussi. On va partir sur la troisième et dernière partie. J'ai voulu que cette dernière partie en fait de podcast soit un free talk et qu'on raconte des anecdotes et que c'est le moment où on fait un peu des blagues et il n'y a plus cette notion de je suis le host, je pose des questions et toi tu réponds, ce qui est globalement ce qu'on a fait depuis le début, et c'est plus une discussion entre potes en fait, par rapport aux animés et aux mangas. Donc est-ce qu'on a encore des trucs à se raconter? T'as un truc à raconter toi? Peut-être un supplément sur un sujet qu'on a abordé avant, un truc que tu as envie de dire en plus? Qu'est-ce que je voulais dire moi, si je peux... Peut-être qu'on peut parler de ce qui se fait niveau dessin et animation, mais un tout petit peu hors du manga. Enfin, hors du Japon, si ça t'intéresse ou... Oui, bah je pensais en faire un autre épisode. Ok. Donc parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de trucs à dire, surtout en France, avec la qualité qu'on a. Ouais. Donc si le format me plaît et qu'il y a d'autres épisodes, je reviendrai là-dessus à la fin. Mais oui, ça pourrait être un autre épisode. L'animation et le dessin, mais globalement mondial. Mais là, on va s'axer juste sur la japanimation et le manga. Moi, il y a peut-être un truc sur lequel je veux rebondir. Tu regardes quoi en ce moment-là? En ce moment-là, je regarde Dr. Stone. T'es rendu où? Quelle saison? Bah, je suis la parution jour par jour, quoi. Là, Okay. on va arriver aujourd'hui. Il est sorti le dernier épisode. Il sort l'épisode 12, je crois, pour l'instant. Et ouais, c'est un truc à suivre en ce moment, Dr. Stone. Alors, moi, je me rappelle, tu m'avais expliqué, mais genre, il y a un moment, de ce que je me souviens, il y a une histoire pas d'alchimie, mais des potions, je crois. C'est la science. C'est de la science. Ça parle de science. De la science pure et dure. Il t'explique, genre, dans l'épisode 7, comment faire une bombe, quoi. Mais ok. Ouais. Et là, genre, ils vont fabriquer du Coca-Cola, tu vois, un truc, mais ils vont te donner la vraie recette, c'est ça qui est cool. Enfin, du Coca-Cola. Les secrets de la recette du Coca-Cola. Les recettes de la secrète du Coca-Cola, tu vois. Mais c'est cool, c'est celui qui a fait... Alors, de base, les dessins papier, c'est la première fois en animation qu'on a des dessins de Boichi. Donc Boichi, celui qui a fait Sunken Rock, je me souviens, vraiment... dans les rayons à la Fnac, à chaque fois, ça m'attirait ce style de... C'est genre dans les top dessinateurs, genre il est juste à côté de Miura, quoi. Kentaro Miura, celui qui a fait Berserk. Celui qui a fait Berserk. Ouais. Mais c'est vraiment... Et là, c'est la première fois qu'on a son style de dessin à l'écran. Et ça rend plutôt bien. Je me suis dit, ça a l'air difficile à faire, mais... c'est souvent une question de budget. Hein. Et il y en a suffisamment? J'ai l'impression qu'il y en a suffisamment. Je pense que le rythme est cool, les musiques sont bien, les personnages sont attachants. Et ils ont leur personnalité propre, qui sont peut-être, dans le premier épisode, un peu clichés, mais ça se dégoupille super vite. Et puis, c'est original, genre, c'est vraiment original comme... Peut-être pas dans les messages qu'ils envoient, mais plus dans les faits, genre dans l'histoire. La trame narrative, un peu le parcours que ça raconte, c'est plus original. Ouais, ça a l'air vraiment cool. Je crois que j'ai jamais regardé de trucs qui parlent de science. Enfin. Et ben moi non plus. Pas en tant que thème principal, parce qu'évidemment la science, on prend Fullmetal Alchemist, la science intervient. Il y a plein de trucs dans lesquels la science intervient. Oui. Mais là, c'est vraiment au centre de l'histoire. C'est ça, ouais. C'est un scientifique qui se retrouve plongé dans le futur, entre guillemets, pas vraiment, mais il se retrouve... La Terre se fait pétrifier, il se réveille 3500 ans après la pétrification, et la nature a pris ses droits. Donc c'est post-apo, en fait. C'est post-apo, mais en même temps, c'est primitif. Ok, ouais, je vois très bien. Un peu comme il a pu faire Horizon Zero Dawn, le jeu. Ouais, en quelque sorte, ouais, mais sans les dinosaures robots. Ok, oui, évidemment. Un manga avec des dinosaures robots, moi je dis oui. Si c'est bien branlé. Bah, genre, il y a Power Rangers qui ont fait ça, mais... Ouais, c'est vrai. Je pensais pas à ça. C'est pas vraiment un manga. Ça a mal vieilli, on va dire, pour être poli. Mais ouais, Dr. Stone, c'est cool. C'est vraiment cool. Moi, ça me fait penser juste qu'il y a tellement de trucs à regarder. Enfin, il faudrait 3 vies pour regarder tout ce qu'on a envie de regarder. Genre, là, ça me hype, j'ai envie de regarder, mais j'ai déjà tellement de trucs en attente. J'ai pas vu Guilty Crown, j'ai pas vu Code Geass, j'ai pas vu... Enfin, tu connais ma liste qui est en attente. Il y a plein de trucs. C'est trop galère de trouver le temps. Toi, t'arrives à lire et à regarder en même temps. Ouais, moi je suis en master, du coup j'ai le temps. Ouais, t'as plus de temps. Moi j'ai fini mon master, donc dans l'idée j'ai beaucoup de temps, mais après il va falloir travailler. Bah, ce qui est bien, c'est que toi en master, bon, t'auras du travail à la maison, mais
quand tu quittes la licence, le lycée et tout, t'es pas obligé de travailler chez toi en rentrant. Donc, C'est ça. quand t'es chez toi, t'as du temps libre. Exactement. Moi, le temps libre, je vais le passer à jouer et regarder des animés. Et après, le mieux en vrai, ce serait si tu veux vraiment passer ton temps à regarder des animés, c'est genre de faire comme, je sais pas moi, chez Fotaku et arriver à vivre de tes reviews et des trucs dans le genre, tu passes ton temps à regarder des animés. Bon, forcément, ça fait partie de ton travail maintenant, donc ça a peut-être un côté un peu moins fun que si tu faisais ça par pure passion et divertissement. Ouais, quand ça devient ton métier, tu peux avoir une sorte de... C'est pas le cas pour tout le monde, mais il y en a beaucoup qui du coup perdent la passion en fait. Ouais, le fait de pratiquer leur passion en tant que métier et d'avoir tous les avantages d'un métier, et ben, il y en a plein qui perdent la passion et le côté frénétique de consommer un sujet, quoi. Ça arrive fréquemment quand même. C'est un peu le risque, ouais. Moi, c'est pour ça, donc je suis passionné par les jeux vidéo. J'espère qu'on aura l'occasion de faire un épisode sur ce thème. Je suis passionné, mais pourtant, ça sera un rêve d'en faire mon métier. Enfin, le métier, il y a plus de 100 métiers dans le jeu vidéo, ça qui est intéressant d'ailleurs. Mais en même temps, j'ai cette crainte de faire du jeu vidéo et du coup de voir ça que comme un métier avec toutes les contraintes que ça implique et de juste plus avoir envie de jouer, quoi. Déjà que je commence à ne plus avoir envie de jouer, le fait d'avoir fait du design 3D et trucs comme ça et de pas avoir de temps. Donc ouais, je trouve qu'il y a vraiment un risque de perdre sa passion en faisant son métier. Après, ça dépend dans le métier de jeu vidéo parce que t'as vraiment le créer et y jouer, tu vois. Ouais, c'est deux trucs différents. Deux choses complètement différentes, ouais. Genre créer, tu fais pas du tout la même chose quand tu crées un jeu vidéo que quand tu gagnes ta vie en y jouant, tu vois. Ouais, mais à mon avis, c'est peut-être faux, mais la plupart des gens qui participent à des jeux, qui sont créateurs, que ce soit modélisateur, game designer, level designer, peu importe, je suis pas sûr qu'ils jouent à leur jeu. Pour le plaisir, je parle. Comme il y a plein de musiciens qui n'écoutent pas ce qu'ils font. Certains écoutent ce qu'ils font pour le plaisir, mais à mon avis, il y a très peu de créateurs qui consomment comme ils consommeraient le travail de quelqu'un d'autre, leur propre travail. Mais je pense que c'est je pense que c'est... Alors, à mon avis, ça dépend des gens. Ça se trouve, il y en a, ils sont trop chauds avec... ils s'auto... Comment dire ? Voilà. Je veux dire qu'ils qui s'auto-congratulent. S'auto-congratulent, voilà. Énormément. C'est-à-dire qu'ils aiment bien ce qu'ils ont fait, ils écoutent que ça. En même temps, je trouve pas ça très critiquable parce que, admettons quelqu'un qui fait de la musique, un groupe qui font de la musique, et dans leur bagnole, genre, ils écoutent de la musique. Bah, ça veut dire qu'ils kiffent trop ce qu'ils font, donc il y a un côté très... Autocongratulation. Ouais, non, mais sans parler de ça. J'ai l'impression que ça prouve vraiment que ce qu'ils font, ils le font pour eux aussi, ouais, c'est ça pour aussi. les autres. Et qu'ils le font vraiment parce que c'est leur intention, il n'y a pas un but monétaire ou quoi que ce soit, quoi. Quand tu arrives à consommer ce que tu fais, soit il y a un sacré problème d'ego trip, soit il y a peut-être aussi une sorte de révélation par rapport au fait que c'est qu'ils aiment vraiment trop ce qu'ils font, quoi. Ouais, c'est ça les fait marrer et puis ils sont contents, quoi. C'est vrai. Mais ça a l'air d'être assez rare. Après, moi, j'avoue que je t'ai dit, si j'arrive à faire mon manga, je vais bien sûr que je le lirai quand même. Ouais, autant pour t'auto-tester. Ouais. Surtout pour te tester finalement. Parce que tu peux pas ignorer le fait que c'est toi-même qui l'a fait. De toute façon. Donc t'as forcément un point de vue différent. Si un musicien écoute sa musique, il a pas du tout le même point de vue sur les gens qui écoutent sa musique. Parce que c'est lui qui l'a fait, donc il a pas du tout par le prisme du créateur, t'as pas du tout le même point de vue. Mais même t'as dû déjà ressentir ça, toi, quand quand tu fais un truc, et des années plus tard tu le retrouves et tu le lis, fait putain, c'est marrant ce que j'ai fait quand même. Ouais, quand tu veux dire quand t'as pris de la distance, et du coup tu le retrouves. Ouais. Et du coup, le recul que t'as pris te permet d'avoir un autre point de vue. Ouais, et du coup, tu redeviens consommateur alors que c'est toi qui l'as fait, quoi. Exactement, ouais. Ça, c'est intéressant aussi. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche bien. Et toi, tu regardes quoi en ce moment ? Là, vraiment, actuellement, j'ai repris Seven Deadly Sins, Nanatsu no Taizai, la saison 2. Le début, je le trouve mou, mais j'aime trop la baston qui arrive, en fait. Je sais pas, ça me rappelle un peu les vraies bonnes bastons quand on était un peu plus gosse avec Dragon Ball et tout. Et puis, il commence à y avoir beaucoup de pouvoirs magiques et de... C'est pas super bien réalisé et l'animation reste très globalement assez banale. Surtout que c'est une série qui est inspirée de beaucoup de choses déjà existantes. Ça se ressent quand tu connais pas mal d'œuvres cultes. Ouais, tout à fait. Mais je sais pas, le fait qu'il commence à y avoir des pouvoirs vraiment stylés, vraiment abusés et que les méchants soient vraiment ultra... Pas forcément badass, mais ils sont pas vraiment méchants. En plus, ils sont méchants. Je suis au début, je suis à l'épisode 8. Ouais. Mais voilà, le fait de voir des créatures, des démons, des humains qui vont lâcher leur puissance et défoncer des montagnes, moi ça me fait kiffer. Et ça c'est très Dragon Ballesque. C'est très Dragon Ballesque. Et sauf que ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Parce que moi, je suis très sensible à tout ce qui va être school life, slice of life et des petits dramas un peu romantiques et tout. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Par exemple, dans Darling in the Franxx, ma partie préférée, c'est tout le creux au milieu qui est vraiment slice of life, où c'est la vie d'adolescent. C'est ça qui m'a le plus plu. En fait, je suis sensible à ça, et du coup, j'ai consommé ça récemment. Et le fait de revenir sur un shonen où il y a de la baston, ça me fait assez kiffer. Mais toi, la deuxième saison, tu l'as un peu moins apprécié ? Ouais, mais c'est parce que c'est parti sur un délire d'évaluation de puissance que je trouve complètement... je trouve que c'est complètement inutile de faire ça pour de l'animation. Ouais, puis ça sort un peu nulle part, il n'y a pas d'explication, et il n'y a pas d'unité non plus, c'est trop bizarre. Oh, sa puissance est de 26 000, quoi. Il n'y a pas d'unité, c'est pas obligatoire en soi, mais dans le sens où tu le fais une fois parce que c'est un peu un gag avec Hawk et tout,
Mais ça revient comme si c'était un élément narratif important. Ouais, c'est ça. Alors qu'ils vont pas expliquer vraiment en fait. L'animation de base, genre, c'est plutôt. C'est genre show not tell, je sais pas comment tu dis, un truc dans le genre. Tu vois, au lieu de dire lui il est très puissant, bah montre-le nous, tu vois qu'il est très puissant. C'est ça le truc. Donc on pourrait se dire qu'en fait c'est un raccourci, enfin une facilité de mise en scène. Ouais, voilà. En quelque sorte, Après, c'est peut-être juste aussi dans le manga qu'ils font ça, mais bon, pourquoi j'ai pas lu le manga, mais pourquoi j'ai pas lu le manga non plus. Moi, ce que je reproche un peu à ça, c'est que Merlin, donc la magicienne, elle est extrêmement puissante, mais justement, il y a pas besoin de voir le nombre pour le savoir, et du coup, on dirait que c'est une sorte de spell, en fait, c'est un sort magique de savoir, de voir les unités autour des gens. Et du coup, bah, c'est plus de la magie en fait, c'est un appareil électronique. Enfin, ça fait trop penser à Dragon Ball, sauf que ouais, c'est ça, il y a un côté scooter. Et du coup, ça brise le côté magie. Enfin, la magie, justement, tu la vois peu physiquement, tu la vois peu de manière visuelle en fait. Et là, c'est juste vraiment des chiffres quoi. Ouais. Du coup, on est. Ça casse un peu le délire de puissance. C'est comme les gens qui essayent de faire des échelles de puissance sur YouTube, genre à quoi bon est-ce que Saitama est plus fort que Sangoku, genre c'est quoi l'intérêt de savoir ça, c'est assez drôle, c'est même pas les mêmes univers donc ça a pas de sens. À la limite c'est drôle quoi, mais ouais. De toute façon Saitama genre il était créé genre pour être plus puissant, genre pourquoi il serait moins fort que le pitch en fait tu le mets premier en fait, tu le mets même rang 0 puisque il est censé tout finir en un point, donc bah tu t'en bats les couilles de. Ouais, voilà, le personnage était écrit comme ça. Mais c'est vrai que ça c'est quand on est. Enfin, moi je l'ai fait quand j'étais plus jeune, de savoir quel héros est le plus fort, machin, ton préféré et tout. Mais aujourd'hui c'est vrai que ça sert à rien de comparer ça. Surtout quand c'est entre des œuvres avec des univers qui sont différents. Totalement. Après je comprends le délire de j'aimerais savoir qui est plus fort. Mais bon. Comme a dit Stanley, c'était assez intéressant, il a dit que on me demande souvent qui a un combat entre genre Spider-Man et Dragon Ball, Spider-Man et Hulk, qui gagnerait. Et Stanley il dit celui qui gagnerait c'est celui que j'ai envie qu'il gagne. Oui, c'est tout, il a totalement raison, c'est des vrais personnages, enfin c'est des personnages fictifs, c'est genre le dessinateur qui décide qui va gagner à l'avance. Ça ramène un débat plus sérieux du fait que les œuvres n'appartiennent pas aux consommateurs. C'est ça. C'est un problème qu'on a énormément sur YouTube. Ouais. Avec les vidéastes et un public qui va demander et imposer des choses à des vidéastes alors que c'est les créateurs et que leur création leur appartient. En fait, c'est exactement ça pour les mangas, genre à quoi bon comparer en fait des personnages puisque c'est l'auteur qui décide. Et justement, en fait, je trouve ça plus intéressant parce que sinon, si tu t'amuses à comparer des personnages et à vouloir choisir en fait qui est le plus fort et tout, bah du coup, t'es plus surpris ou t'es frustré. Ouais. Alors qu'en laissant l'auteur décider, tu peux être frustré aussi. Ouais. Mais c'est mieux d'être surpris en fait et si t'aimes une série en général c'est parce que c'est les intentions qu'a mis l'auteur dedans et du coup il y a rien de plus valable que les intentions qu'ont l'auteur. Par exemple avec ce qui s'est passé sur Game of Thrones, elle est pas très bonne là cette fin de série, mais j'ai quand même respecté les choix. Bon, le fait qu'ils ont dû speeder un peu, j'ai l'impression, rusher la fin et tout, j'ai quand même un bon gros rush de fin de ZD20 mais j'ai quand même trouvé des points positifs en fait, des bonnes idées dans la réal, dans le scénario et tout. Ça va beaucoup trop vite évidemment, mais j'ai quand même forcément ça reste genre je respecte leur choix en fait de narration, d'écriture. Et même niveau réalisation ça respecte, mais c'est juste que genre pour le public qui a suivi cette saison, ça avançait petit à petit, ça buildait au climax et au final le climax, l'impression qu'il est pas trop au rendez-vous. Les gens se sentent trahis. Ouais, c'est un peu une trahison. Une pétition pour refaire la série. Ouais, c'est ça, c'est un peu une trahison, mais après c'est je sais pas. Mais ouais, je trouve que les œuvres appartiennent à leur auteur et on peut être déçu, mais. C'est ça. Après, est-ce que la saison 7 appartient. Enfin, la saison. C'est ça, la 7 ou la 8 la dernière ? C'est la 8. C'est la 8. La saison 8, est-ce qu'elle appartient vraiment à l'auteur ? Parce que l'auteur, c'est quand même l'auteur du livre. Là, ouais, je parle vraiment des scénaristes de la série. Okay. Donc, Benioff et Waits. Mm-hmm. Oui, non, pour le coup, ils ont eu les droits et c'est plus du tout. Ils sont inspirés des livres de George R.R. Martin. Martin, de son petit nom. Mais après, ils ont eu les droits pour continuer et faire comme ils voulaient. Ouais, c'est ça. Du coup, ça me donne presque envie peut-être de lire les livres pour savoir la vraie fin, entre guillemets. Et faut attendre encore longtemps, parce que c'est pas fini. Ouais, en plus, avec la série, j'ai l'impression que ça l'a fait ralentir. Enfin, il est lent à écrire, il est tout seul. Il trouve son inspiration, c'est un auteur, voilà, il fait ce qu'il veut de sa vie. Et j'espère qu'il finira quand même la série avant qu'il décède. Je sais pas du tout, je connais pas s'il est en bonne santé, en mauvaise santé ou pas, mais bon, il est plutôt jeune et tout. Mais... Ouais. Mais ouais, ça me donne presque envie de lire pour avoir une autre approche. Et apparemment, en plus, il y a plein de détails et de trucs qui sont sautés dans la série qui sont importants et qui apparemment sont hyper stylés, hyper importants dans le déroulement de l'histoire. Donc ça. Bon, après, moi, ça fait hyper longtemps que j'ai pas touché un livre. Faut vraiment qu'un truc me passionne pour que je me mette à lire des gros bouquins. T'as lu des gros bouquins ? Ouais, je me tape. Enfin, je me tape.
J'ai lu récemment là, Witcher. j'allais dire les 7 Witcher, mais en fait non, parce que j'ai pas lu le 7e, ni le spin-off, quoi, enfin la saison des orages. Mais je me suis lu les 6 premiers un peu en marathon. J'ai fait une petite pause parce que c'est long quand même. Donc les tomes de The Witcher, et Ouais. c'est le créateur du jeu qui les écrit? Non, pas du tout. Non. C'est en fait ce qui s'est passé, pour la petite anecdote. The Witcher, il a donc le créateur Andrzej Sapkowski, un truc dans le genre. il a vendu genre 20 000, je sais pas. Enfin, en fait, il a vendu une certaine somme. Il a dit non, je m'en fous des royalties. De toute façon, votre jeu il marchera pas. Il a vendu en fait la licence à. La licence The Witcher à CD Projekt Red. Ouais, c'est ça. Bon, ça lui appartient encore, mais il a vendu une partie, quoi. Ils ont dit oui, vous pouvez faire un jeu. C'est ça, ok. De ça, si vous me donnez de l'argent. Ils vendent des droits. Il a vendu des droits, c'est ça. Et ils ont fait OK, ils ont fait un premier jeu qui a moyennement marché, le deuxième jeu qui a été moyennement optimisé, et le troisième jeu... Non, mais le troisième jeu... Ah, les 3 jeux sont bons, hein, c'est juste le problème... Le premier, il y a juste quelques problèmes parce que c'était un... Bah, c'est un premier jeu. Un premier jet, quoi. Et puis en plus, le studio était... Enfin, il y avait, à mon avis... C'était le premier jeu du studio. C'est le premier, ouais, voilà. Ouais, donc peu de personnes et peu de moyens, c'est évident. Ouais. Et mais par contre, là, le dernier incroyable, et on attend tous très fort Cyberpunk 2077. Moi, je l'attends de moins en moins. Et ben moi, j'attends de plus en plus. Je sais pas, ouais, le côté dark SF qui était dans les premiers trailers me hypait énormément. Et là, on est une espèce de d'Ubisofterie, mode c'est la fête chez c'est Star Wars version club. J'exagère énormément, mais tu vois, il y a un côté trop... c'est la teuf, quoi. Je sais pas, c'est un peu étrange. Et du coup, je m'éloigne un peu de ça, mais ça se trouve, je pense qu'il sera excellent. J'ai pas fait The Witcher 3, et d'ailleurs, faut que tu me le prêtes. Je l'achèterai en occasion sur le Bon Coin, je ferai la chasse. Super. On diverge, hein, on n'est plus du tout dans les mangas et l'animation, mais c'est aussi ça le but du podcast, c'est de parler de ce qu'on a envie, au moment où on a envie. Mais ouais, Cyberpunk, ça se trouve, il sera incroyable. Mais contrairement à ce que je pensais, je vais pas l'acheter Day One et... Oui. J'attendrai peut-être ton avis alors. Oui, on verra. On verra bien. Ce qu'il donnera. Je sais plus où est-ce qu'on était et pourquoi on est parti de là. Oui, de fait que lire des livres. Les œuvres. Non, on est parti de fait que les œuvres appartiennent à leur créateur et pas à leur public. Qui est un débat intéressant et presque infini. Après, le problème des mangas, c'est que les œuvres, ça appartient à leur créateur, mais aussi à la publication. Parce que, tu veux dire les éditeurs ? Ouais, les éditeurs, ouais. Je veux dire, comme disait... rien que pour Naruto, il avait jamais prévu Sakura. On lui a dit mais Sakura, il a dit je sais pas, pourquoi je mettrais Sakura. Attends, au tout début, il y avait pas Sakura. Dans ses premières idées, on lui a dit il manque un personnage féminin. Il fait je sais pas écrire des personnages féminins, bah t'en fais un quand même. Et c'est pour ça que Sakura a un développement aléatoire. Complètement aléatoire du début à la fin, quoi. Ouais. Est-ce que ça veut dire que les équipes de 3 n'étaient pas prévues et c'est le fait de rajouter Sakura qu'il a eu ce gimmick d'avoir des équipes C'est possible. Par trio. On sait pas trop, mais on sait que lui, il a dit, il a affirmé que Sakura de base n'était pas prévu et qu'il avait du mal avec l'écriture des personnages féminins. Ouais. Okay. Il y en a des bien écrits dans Naruto, des personnages féminins. Je trouve que le personnage de Tsunade m'intéresse beaucoup. Je sais pas tous les exemples, mais il y en a qui sont bien écrits et d'autres qui sont mal écrits, mais dans la globalité, l'univers est quand même... La globalité, il y a quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes. Les éditeurs, du coup, ont une influence ? Les éditeurs ont une influence énorme. Ils peuvent rediriger complètement un manga pour qu'il colle à ce qui marche en ce moment, même si les idées des mangakas diffèrent. C'est pour ça qu'on a plein d'œuvres qui partent, genre vraiment de clichés. Genre, je pense à Black Butler, Black Clover, voilà, le fairy tale de la Shueisha. Ouais. Qui part vraiment Heroic Fantasy, il y a les mages, il y a des pouvoirs, machin, t'as le rival, t'as la fille, oh là là, amoureux, blabla, je sais pas comment dire, tu vois, ça commence comme Naruto, tu vois, exactement pareil, c'est le code cliché. Et ils disent voilà, du coup ça va marcher, et au final c'est en partant petit à petit de ce schéma que ça arrive vraiment à se créer un univers propre. Mais c'est vrai qu'au début, t'as toujours l'impression que tout se ressemble. C'est comme Fire Force, le premier épisode, c'est un truc que t'as déjà vu 1000 fois. Dans la fiction, c'est ce qui marche, de toute façon. On a ce schéma de base du héros. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de séries, c'est par leur valeur ajoutée que c'est avec le succès. Temps aussi. Je pense que les éditeurs, en fait, ils sont un minimum frileux et ils lancent toujours un auteur sur des bases pour que les gens rentrent dedans, en fait. C'est juste ça. C'est ça, ouais. Parce que si un auteur... un mangaka va faire une œuvre et être directement dans un truc extrêmement personnel et original, bah les gens rentrent pas dedans et du coup c'est ça. Il
Faut qu'il y ait c'est pécunier derrière, hein. De toute façon c'est la vente de magazines et de publications. Donc je pense que c'est pour ça en fait qu'ils font ça. On a un motif de base qui est mis pour que les gens rentrent dedans et ensuite l'auteur peut se permettre d'ajouter des trucs. C'est ça, complètement. À son œuvre. C'est pour ça qu'il faut souvent aller plus loin que le début en fait. Bah oui. Qu'il faut essayer de lire plus de tomes ou d'aller plus loin dans les épisodes d'une série. Des fois il y a des bonnes surprises. Exactement. Bon on a bien discuté. Ouais. Ça t'a plu? Très bien. Moi ça m'a plu. On peut la refaire. On va en réenregistrer 8 fois, on prendra la meilleure. Pour moi, c'était le premier exercice. En fait, j'aime beaucoup les podcasts et j'ai voulu m'essayer à cet exercice-là. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Mais j'aimerais bien apporter ce côté conversation friendly comme on a autour d'une bière dans un bar, en fait. Donc, si vous avez écouté jusqu'à la fin... Félicitations. Ouais, toi qui t'endors avec ton casque sur les oreilles, merci de l'attention. J'espère qu'il y aura d'autres épisodes avec d'autres invités qui ont des choses super intéressantes à raconter. Si vous m'avez bien aimé, n'hésitez pas à dire dans les commentaires... que je revienne et tout ça. Non, en réalité, c'est moi qui vais choisir. Ça va être ma propre auto-appréciation en réalité. Surtout que je le fais pour moi et s'il y a un public et il y a des gens qui écoutent, tant mieux. Si c'est que mes potes, tant mieux aussi, j'ai envie de dire. Mais ouais, c'est surtout moi qui vais voir si je suis à l'aise avec le format et si j'ai envie d'en faire d'autres. En tout cas, j'ai plein d'idées de gens à inviter et d'autres passions à évoquer et à débattre et à argumenter et à vraiment parler de sa passion. Ça va être aussi l'occasion de créer une chaîne SoundCloud pour la Tacosphère où je vais mettre où vous pouvez retrouver ce même podcast en fait. Ça se trouve vous écoutez déjà sur SoundCloud. Une version vidéo sur la chaîne YouTube de la Tacosphère qui pourra se regarder et s'écouter mais on est juste sur de l'illustration. Super. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à regarder le contenu qu'on fait sur la Tacosphère sur YouTube. Si toi qui écoutes, tu ne connais pas, il y a du gaming et on va faire beaucoup de choses. On a prévu beaucoup de choses. Il y a du gaming. Toi, tu fais une vidéo justement sur The Witcher où tu parles du trailer de la prochaine série Netflix. Ouais. Je vais parler d'autres choses aussi. Je vais pas rester que dans le gaming personnellement. J'ai des vidéos qui sont prévues sur des films, sur des mangas que j'ai envie d'aborder aussi. Ok, donc tout va se passer sur la Tacosphère. Il y a des thèmes qui vont venir. Et puis je compte reprendre les live Twitch. Ok. De plus. Donc voilà. Bah le père fort sur Twitch. Exactement, le père fort. Faut que on réintensifie la charte graphique. Exactement. On la refasse encore plus propre qu'elle ne l'est déjà. Merci beaucoup de votre écoute. Et puis j'espère être assez satisfait et à l'aise avec l'exercice pour reprendre un nouvel épisode avec un nouvel invité. Et on va se quitter sur une musique. Attends, est-ce que t'as un choix de musique? Tu veux mettre un opening à la fin? On va clairement mettre un opening. On met un opening? On met l'opening de quoi? On va mettre l'opening numéro 2 de Mob Psycho 100. Ok, voilà. Et ben c'est parti. On vous fait des bisous et à la prochaine. Ciao. Good.